Pourquoi le dialogue? L'homme est un être essentiellement pensant qui naît avec un besoin de communiquer. Bien que la communication soit une science, elle est aussi un art, un don, qui vient du Créateur. En tant que don pourvu à tout homme, la communication fait recours aux grandes questions journalistiques, celle de savoir quoi communiquer, à qui le communiquer, quand faudra-t-il le lui dire, pourquoi le dire et comment le dire pour que cela donne quel effet. Comme le dit le psychologue Paul Watzlawick, on ne peut pas ne pas communiquer, car même le silence en soi est une communication. Et bien donc, l'homme a besoin de communiquer avec son prochain. Dans un monde régulé par des rapports sociaux entre humains, il est très difficile de déroger à cette nécessité qu'imposent les relations humaines dans nos rapports quotidiens. À tout problème de communication s'applique une réponse de communication. Mais il importe de préciser que même pour des problèmes non communicationnels, une bonne communication s'impose parfois pour définir ensemble des actions à mener pour gérer la crise. Vu qu'elle doit être canalisée et faite envers une cible bien précise avec un objectif bien défini, comment donc gérer cette communication? Quand faut-il appliquer et avec qui, dans quel contexte? Comme l'indique l'adage burundais, Ina misumbingimba, ce qui veut dire le dialogue vaut mieux toujours que l'usage de la force. Dans un petit pays comme le Burundi, dont l'histoire a été toujours ponctuée par des conflits, le dialogue s'impose de toute évidence comme la seule alternative au recours à la force. À mon sens, on ne devrait pas toujours attendre l'effusion de sang pour finalement se rendre compte de la nécessité impérieuse d'engager un dialogue franc et sincère entre Burundais ou tout simplement entre membres de n'importe quelle autre communauté afin de trouver une solution plus ou moins durable au conflit qui divise et endeuille le pays ou la communauté. Par définition, le dialogue est un entretien entre deux ou plusieurs personnes. Dans la langue politique ou syndicale, il s'agit d'une discussion ouverte entre deux parties, deux groupes, en vue d'établir les bases d'un accord, d'un compromis. C'est un processus par lequel on met en présence deux visions du monde pour les comparer. Quand le dialogue inclut une dimension sociale, cela signifie qu'il engage différentes parties prenantes, différentes composantes de la société ou d'une communauté concernée afin que chacune puisse présenter sa vision de la chose et ainsi trouver un compromis. Ainsi, par ce processus, les Burundais doivent adopter cette démarche d'oser toujours affronter le passé dans un processus de dialogue qui promeut le pardon, l'entente et la réconciliation qui aboutissent à la cohésion sociale et à la prévention des guerres répétitives ou cycliques. De cette manière-là, le dialogue pourrait être un moyen de réconciliation. Ceux qui s'intéressent à la gestion des conflits parlent de 3 N dans conflit. Les conflits sont normaux, ils sont naturels et neutres. Mais la gravité d'un conflit dépend toujours de la manière dont il est géré. Certains préfèrent l'évitement, d'autres préfèrent la confrontation, directe ou indirecte, qui aboutit parfois à la violence. Il s'avère indispensable alors de penser à une alternative à la guerre ou aux autres moyens musclés de gestion des conflits. D'autant plus que l'unité et la réconciliation sont en jeu, vaut mieux trouver une alternative à la méfiance, à la désunion et à la haine, pour ne citer que ces quelques conséquences. Et pour ce faire, le dialogue s'impose à tous les niveaux, y compris même au plus bas de l'échelle. Comme le dit l'apôtre Paul, il est bon que, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, d'être en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 18. De facto, en tant que ministère qui œuvre dans les milieux universitaires qui sont toujours affectés par la situation politique, sociale et économique qui prévaut au pays, il est plus qu'évident que le dialogue entre différentes communautés qui constituent le milieu universitaire constitue un moyen efficace pour gérer les différends qui peuvent surgir à tout moment. Tout comportement, comme disent les psychologues, a une motivation. Ce besoin de dialogue est motivé par l'expérience douloureuse du passé. Pour se situer dans un contexte, au mois de juin 1995, certains étudiants du campus Mutanga de l'Université du Burundi sont assassinés suite à des conflits ethniques et politiques qui secouaient le pays.
La question pertinente à se poser à ce niveau est celle de savoir pourquoi un événement qui se passe en dehors du campus universitaire, et là pour le cas précis, il s'agissait de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, vient envenimer les relations entre étudiants dans les campus universitaires. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant Hutu, permettez-moi de le dire ainsi, qui n'a jamais rencontré le président de la République se sente concerné par la mort du président? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant Tutsi, qui n'est même pas originaire de la province du président Tutsi, se sente concerné par l'échec aux élections du président sortant? On doit admettre qu'il y a une question d'identification à la figure publique, à la famille politique, clanique ou ethnique, ce qui crée un effet d'entraînement quand l'intégrité morale ou physique du groupe est menacée. Du coup, cela montre que l'université est un microcosme. Comme le dit Vinod Ramachandra dans Appel de Dieu à l'université est un microcosme. Il est une représentation à petite échelle de l'image du pays. À partir de l'exemple si haut mentionné, il serait logique de dire que l'université est perméable à tout ce qui se passe au pays, ou du moins dans une ville où se situe cette dernière, ce qui justifie qu'elle soit affectée donc par des changements qui s'opèrent dans la société. Maintenant, il faut penser à quoi faire quant à la gestion des changements et ses effets dans nos milieux universitaires. Dans un climat de tension qui intoxique les relations entre étudiants ou même les responsables académiques, le dialogue mené dans le respect mutuel pose une bonne base pour un dénouement de la situation conflictuelle, surtout dans un pays comme le nôtre où l'histoire a toujours montré que la force des armes a souvent supplanté la force des idées. Bref, il faut que la force des idées supplante la force des armes. Cependant, il n'y a pas de communication sans respect de l'autre. S'il faut parler de la communication, il faut qu'on apprenne à respecter l'autre. Pour que cette communication réussisse, elle doit être une communication qui reconnaît l'autre comme son égal, comme un être humain à part entière et fondée sur des vertus à la fois socio-culturelles et chrétiennes. À titre illustratif, personne n'aime le mensonge. S'il faut donc engager un dialogue, ce dernier doit être bâti sur la vérité, la transparence, l'honnêteté, pour ne citer que ces quelques vertus. Et cela nous amène à penser aux différents accords qui ont été rompus parce que l'une des parties n'a pas su communiquer en toute vérité ou plutôt n'a pas été conséquent pour tenir ses engagements. Et pour ce faire, il convient de s'asseoir et discuter en toute franchise. En somme, comme l'exprime Dominique Walton, expert en communication, nous devons donner place à l'importance de la communication pour la paix et la cohabitation des hommes et des sociétés. Que ce soit la science, la foi chrétienne ou la culture, les trois convergent vers une approche dialogique qui promeut l'écoute et l'interaction avec l'autre comme un moyen de gérer nos différends. Puisque nous ne pouvons pas bâtir notre société sur des antivaleurs, il nous incombe de faire la promotion d'une éducation à la paix par le moyen de l'écoute de l'autre, que ce soit dans nos universités, pour enfin embraser toute la société. Et puisque nous devons vivre en harmonie, mais en toute diversité, il incombe à chacun de nous, à tout individu de tout temps et de tout âge, de privilégier une communication qui met en avant la cohabitation avec celui qui est l'égal de moi-même et qui est différent de moi. Merci d'avoir été à l'écoute et de prendre un moment de réflexion aux implications et applications qui s'imposent. C'était Laurent Kayogera pour le compte de l'Union des groupes bibliques du Burundi. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine édition. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.